Mes propres parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit que j'étais une ratée sans valeur, puis ils ont poussé ma valise sur le perron et ont verrouillé la porte. « Va vivre dans la rue, peut-être que ça t'apprendra quelque chose », a dit ma mère. Je suis resté là, hébété, à fixer la maison où j'avais grandi, réalisant que je n'avais plus de foyer. Laissez-moi vous raconter tout ce qui s'est passé cette nuit-là, et comment ma vie a changé après. Si cette histoire vous parle, n'oubliez pas de liker, de partager et de soutenir la chaîne. Je m'appelle Samantha Riley, mais tout le monde m'appelle Samedi. Le début de la fin, j'ai 21 ans, et je venais de perdre ma bourse d'études à cause d'une erreur administrative, quelque chose de complètement hors de mon contrôle. J'avais toujours rêvé de devenir graphiste, mais maintenant, ce rêve me glissait entre les doigts. Mes parents, Karen et Douglas Riley, ne m'ont jamais fait sentir à la hauteur. Ils ont toujours été froids et obsédés par le statut social, me comparant sans cesse à ma petite sœur Maya, qui semblait parfaite en tout point. Cette nuit-là, tout a explosé. Je n'ai même pas eu le temps de m'expliquer ou de me défendre avant que ma mère n'attrape ma valise et ne la jette sur le porche. Mon père a suivi, secouant la tête comme si j'étais une sorte de punition dans leur vie. Je me souviens de Maya qui regardait depuis la fenêtre de l'étage, silencieuse et les yeux écarquillés, son petit visage pressé contre la vitre. Je pouvais voir la confusion dans son regard, mais elle n'est pas intervenue. Je suppose qu'elle avait trop peur de ce qui arriverait si elle parlait. J'ai mis un pied sur le porche, les mains tremblantes, serrant les quelques affaires que j'avais. 42 $ dans mon portefeuille, mon vieil ordinateur portable, et 2 sacs poubelles remplis de vêtements. Tout mon monde réduit à quelques possessions. La porte a claqué derrière moi, et un vide glacial s'est installé dans ma poitrine. Je suis resté là un long moment, à écouter les échos des paroles dures de mes parents, en essayant de ne pas pleurer. La rue m'a soudain semblé être le seul endroit où je pouvais aller, mais je n'avais aucun plan, aucune idée de comment j'allais survivre. En m'éloignant de la maison, ma tête tournait. Comment en étais-je arrivé là? Comment les personnes qui étaient censées m'aimer pouvaient-elles me traiter comme si je n'avais aucune importance? Chaque pas qui m'éloignait de cette porte d'entrée me semblait plus lourd que le précédent. Je n'arrêtais pas de penser à Maya, en espérant qu'elle irait bien, mais en souhaitant aussi que quelqu'un, n'importe qui, me dise simplement que je n'étais pas aussi nul qu'il le prétendait. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit allait marquer le début d'un voyage qui me changerait à jamais. Je n'avais rien, mais pour la première fois, j'étais complètement libre. Libre de faire mes propres choix, de me battre pour moi-même, et de prouver au monde, et peut-être même à mes parents, que je pouvais surmonter tout ce qu'ils avaient dit de moi. La première nuit fut la plus dure. Je me suis recroquevillé sur un banc public froid, serrant ma veste autour de moi comme si elle pouvait me protéger de l'obscurité. Chaque bruissement de feuilles, chaque klaxon lointain, faisait sursauter mon cœur. J'imaginais des ombres bouger, des gens passer en me dévisageant, et je ne savais même pas si j'aurais pu crier à l'aide si quelque chose était arrivé. Mon téléphone a vibré une fois dans ma poche, et j'ai espéré que ce soit un ami qui prenne de mes nouvelles, mais ce n'était pas le cas. J'ai essayé d'appeler quelques personnes sur qui je pensais pouvoir compter. Peut-être que quelqu'un me laisserait dormir chez lui pour une nuit, ou au moins m'écouterait. Mais chaque appel s'est terminé de la même manière. Des refus polis. Je suis désolé Sam, je ne peux pas. Je ne veux pas d'histoire. Des histoires. C'est ce que j'étais devenu. Un fardeau. Les mots sont restés gravés dans mon esprit, se tordant dans mon estomac alors que je rangeais mon téléphone. J'avais faim. J'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à un distributeur automatique et j'ai sorti ce qu'il me restait de mes 42 $. J'ai acheté un petit paquet de chips et un soda, et j'ai rationné le tout pour que ça dure au moins 2 repas. Assise sur le banc du parc, mangeant lentement, j'ai réalisé le peu qu'il me restait, et à quel point je devais compter sur moi-même. L'air de la nuit était froid, les lumières de la ville lointaines, et je me suis senti plus petite que jamais. Alors que je fixais l'asphalte, des souvenirs de mes parents ont refait surface. Ils m'avaient toujours comparé à Maya, leur fille parfaite. Que des excellentes notes, des trophées de foot, une vie sociale sans faille. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Chaque erreur, chaque faux pas, était un rappel de la façon dont je les avais prétendument déçus. Je me suis souvenu des dîners où ils chuchotaient des louanges sur Maya devant moi, leurs mots vifs et tranchants. Ça faisait plus mal que je ne l'aurais cru, et maintenant, allongé seul sur un banc public, tout prenait sens. Pourquoi j'avais été chassé comme si je n'avais aucune importance? Alors que j'essayais de me ressaisir,
j'ai surpris une conversation entre deux hommes qui passaient. « Et, t'as entendu parler du Franquies Dîner ? Ils embauchent n'importe qui, peu importe ton passé, » a dit l'un. « Ouais, ils veulent juste quelqu'un qui se pointe et qui bosse dur », a répondu l'autre. Mes oreilles se sont dressées. Un boulot qui ne se souciait pas des notes, des bourses universitaires, ou de si vos parents vous considéraient comme un échec. Ça semblait presque trop beau pour être vrai, mais à ce moment-là, c'était comme une petite lueur d'espoir dans la nuit noire. J'ai gardé cette information précieusement, m'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis que j'avais été mise à la porte, une petite pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être que je pourrais trouver un endroit où j'aurais ma place. Peut-être que je pourrais tout recommencer, même si cela signifiait partir de tout en bas. La ville autour de moi était bruyante, dure et impitoyable. Mais pour la première fois, j'ai eu la vague impression que je pourrais survivre. Un banc, un encas de distributeur, et une conversation surprise. C'étaient mes premiers petits pas hors de l'obscurité, même si je ne m'en rendais pas encore compte. Un nouveau départ chez Frankie le lendemain matin, j'ai suivi les indications que j'avais entendues et je me suis retrouvé devant un petit restaurant niché entre deux vieux bâtiments en briques. L'enseigne indiquait « Franquies Dîner », délavée mais accueillante. Mon estomac était toujours vide de la veille, mais je suis entré quand même, espérant que l'endroit était réel et que la conversation que j'avais surprise n'était pas juste le fruit de mes désirs. À l'intérieur, l'odeur du bacon grillé et du café fraîchement préparé m'a frappé, et pendant un instant, j'ai oublié que j'étais sans abri. Derrière le comptoir se tenait un homme dont le visage semblait porter les marques de toute une vie de travail acharné. Frankie Ramirez. Il était bourru, avec une moustache épaisse et un regard sérieux. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder qui me laissait penser qu'il comprenait bien plus que je ne pouvais l'imaginer. « J'ai besoin d'un travail », ai-je dit, la voix légèrement tremblante. « Je peux travailler dur. » Il m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. « Tu commences aujourd'hui. Le débarras est libre pour une nuit, mais tu bosses comme une acharnée, compris ? C'est tout ce dont j'avais besoin. » J'ai acquiescé, un tel soulagement m'envahissant que j'ai failli pleurer sur place. Frankie m'a donné un tablier et un carnet, et j'ai vite appris le métier, remplir les tasses de café, débarrasser les tables, prendre les commandes. Le travail était long, des journées de 14 heures qui me laissaient les pieds endoloris et les mains à vif, mais chaque dollar que je gagnais était comme une bouée de sauvetage. J'ai commencé à comprendre la valeur de l'argent d'une manière que je n'avais jamais connue, comptant chaque centime, économisant chaque pourboire, mettant un peu plus de côté chaque jour. Pour la première fois, mes propres efforts signifiaient quelque chose. Le débarras n'était pas grand-chose. Un espace étroit avec un matelas par terre, des boîtes empilées et une seule lampe. Mais c'était à moi. Je pouvais fermer la porte à clé derrière moi et dormir sans peur, même si ce n'était que temporaire. Je l'ai rendu aussi confortable que possible, y installant soigneusement mon ordinateur portable et les quelques affaires que j'avais. Puis est arrivée la nuit où je n'ai plus pu me retenir. Le restaurant était calme, le bourdonnement des réfrigérateurs et le cliquetis occasionnel de la cuisine étant les seuls sons. Je me suis glissé dans la chambre froide pour échapper à la chaleur et à l'odeur de friture. Et alors que je m'appuyais contre l'étagère en métal, je me suis enfin laissé aller. Mes épaules tremblaient, et les larmes coulaient librement alors que je réalisais que pendant tout ce temps, mes parents n'avaient pas appelé. Pas une seule fois. Ils n'avaient pas vérifié si j'étais en vie, si j'avais froid, peur ou faim. Pas un seul appel, pas un seul mot d'inquiétude. Ça faisait plus mal que prévu. La colère, l'abandon et la trahison se sont rejoints dans cette petite pièce froide, me laissant à vif et exposé. Mais même dans ce moment de désespoir, il y avait une étrange clarté. J'ai réalisé que je devais compter sur moi-même et sur les gens qui se souciaient vraiment de moi. Des gens comme Frankie. Je me suis promis en silence, à travers mes larmes, que je ne laisserais pas leur négligence me définir. Je travaillerais, j'économiserais et je survivrais. Et un jour, ils verraient qu'ils avaient jeté quelqu'un qui refusait de se laisser briser. Cette nuit-là, j'ai quitté la chambre froide épuisée, frigorifiée, mais étrangement plus forte. Le restaurant de Frankie n'était pas seulement un travail. C'était la première vraie chance que j'avais de me reconstruire, et j'étais déterminé à ne pas la gâcher. De serveuse à graphiste après quelques semaines au restaurant, ma routine était bien établie. Réveil dans le débarras, longue journée de travail, sommeil, et on recommence. Mais même avec l'épuisement, mon esprit ne cessait de revenir à ce que j'aimais le plus, le design.
J'avais toujours mon vieil ordinateur portable, et après mes services, je le sortais aux heures calmes, m'asseyant à une table d'angle avec une tasse de café. Ça a commencé modestement, juste en griffonnant des idées de logo, en jouant avec les polices et les couleurs, me rappelant que j'avais toujours un talent, même si le monde semblait penser le contraire. Un soir, un client m'a vu dessiner et m'a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai dit que c'était juste un passe-temps, mais il s'est penché et a dit « Mon cousin vient d'ouvrir une entreprise de paysagisme. Tu penses que tu pourrais lui faire un logo ?» Ce fut mon premier vrai projet en freelance. Je n'ai pas demandé cher, juste de quoi payer quelques repas. Mais quand j'ai remis le design final, son sourire m'a dit que je valais quelque chose. Bientôt, le mot s'est répandu parmi les clients du restaurant, et je me suis retrouvé à faire de petits projets pour une boulangerie, un mécanicien, et même un salon de toilettage pour chiens. Francky l'a remarqué. Un après-midi tranquille, il s'est assis en face de moi et a dit « Gamine, t'as un truc. Mais écoute, tu dois apprendre à gérer ça comme une entreprise, sinon les gens te boufferont toute crue. » Ce fut le début de nos leçons officieuses. Il m'apprenait à négocier les paiements, à cerner les gens, et surtout, à ne laisser personne profiter de moi. Il ne mâchait pas ses mots. Si mon travail semblait bâclé, il le disait. Si mon prix était trop bas, il me disait de l'augmenter. C'était étrange d'avoir quelqu'un qui croyait en moi sans condition. Francky n'a jamais rien demandé en retour, sauf que je travaille dur et que je me prenne au sérieux. Peu à peu, la confiance que j'avais perdue quand mes parents m'avaient mise à la porte a commencé à revenir. Un soir, après avoir terminé un logo pour un petit chariot à café, je me suis assis seul à ma table et je me suis murmuré, si mes parents pensent que je suis une ratée, je ferai en sorte qu'un jour mon succès leur reste en travers de la gorge. Ce n'était pas dit avec colère, mais avec détermination. Je ne cherchais pas la vengeance pour la vengeance. Je cherchais une preuve. La preuve qu'ils avaient eu tort sur moi depuis le début. La semaine suivante, je suis entré dans une banque avec $312 en espèces et j'ai ouvert mon tout premier compte épargne. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Mon nom, mon argent, mon contrôle. Je me souviens avoir tenu le petit livret qu'ils m'ont donné comme s'il était en or. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sous la coupe de mes parents. Personne ne pouvait me dire comment le dépenser. Personne ne pouvait me le prendre. Ce compte n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de liberté. Et en sortant de la banque, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Le premier grand pas, tout a commencé par un email qui semblait presque irréel. Un café branché du centre-ville, The Roasted Béant, avait entendu parler de mon travail par le propriétaire du chariot à café pour lequel j'avais créé un design. Ils voulaient une refonte complète de leur image de marque, logo, menu, emballage, tout. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, m'attendant à moitié à ce qu'il disparaisse comme un rêve. J'ai rencontré la propriétaire, une femme pleine de vie nommée Harper, qui parlait de son café comme si c'était son enfant. « On a besoin de quelque chose de frais », a-t-elle dit en faisant glisser un latte vers moi. Quelque chose qui soit à la fois chaleureux et moderne. J'ai vu ce que vous avez fait, vous avez l'œil. Ces mots ont allumé en moi une flamme que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis investi corps et âme dans ce projet. Tôt le matin au restaurant, tard le soir à dessiner sur mon ordinateur, à rechercher des palettes de couleurs, à étudier la typographie. Quand je suis enfin entré dans The Roasted Béant pour présenter le design final, mon cœur battait la chamade. Harper a regardé les maquettes, puis moi, et a souri. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais. Non seulement elle m'a payé sur le champ, mais elle m'a aussi offert plus de travail, menu saisonnier, design pour des produits dérivés, et même des graphismes pour les réseaux sociaux. Je suis sorti de ce café avec mon premier vrai chèque de paye et un sentiment que je ne pouvais pas décrire. Pour une fois, je ne survivais pas à peine. Je gagnais ma vie en faisant quelque chose que j'aimais. Avec cet argent, j'ai enfin franchi une étape dont je rêvais. Quitter le débarras du restaurant de Francky pour emménager dans un modeste studio. C'était petit, juste une pièce principale avec une kitchenette et une salle de bain à peine assez grande pour se retourner. Mais c'était à moi. J'ai acheté un canapé d'occasion, un petit bureau pour mon ordinateur, et une lampe de seconde main qui donnait à l'endroit une lueur chaleureuse. Dormir à nouveau dans un vrai lit me semblait être un luxe. J'ai commencé à investir en moi aussi. J'ai acheté des vêtements qui m'allaient bien et me donnaient confiance.
J'ai remplacé les encas de distributeurs par des courses et des produits frais. Cuisiner des repas simples me faisait me sentir en meilleure santé et plus forte. Chaque petit changement était comme une brique posée dans les fondations d'une nouvelle vie. Une vie qui n'appartenait qu'à moi. Un soir, après avoir déballé mes dernières affaires, je me suis assise sur mon lit et j'ai ouvert mon portefeuille. Cachée dans une fente se trouvait la seule photo de famille que j'avais gardée. Elle datait d'il y a des années, moi, Maya, maman et papa dans un parc. À l'époque, j'avais pensé que c'était un jour heureux. Maintenant, tout ce que je voyais, c'était les fissures. La façon dont la main de ma mère reposait légèrement sur mon épaule, comme pour la pause, pas pour me tenir. Le regard distrait de mon père. Le sourire faible et incertain sur mon propre visage. Sans hésiter, je les déchirai en deux et les jetai à la poubelle. Ce n'était pas un acte de haine. C'était un lâcher-prise. Je n'avais pas besoin de cette photo pour me rappeler d'où je venais. J'étais en train de construire quelque chose de mieux. Et cette fois, je n'allais laisser personne me l'enlever. Le passé refait surface. L'invitation venait d'Harper, la propriétaire du café avec qui j'avais travaillé. Elle m'a parlé d'un petit événement de réseautage pour les entreprises locales et a insisté pour que je vienne. On ne sait jamais qui on peut rencontrer, a-t-elle dit en me tendant un billet. J'ai failli ne pas y aller. Les salles bondées d'inconnus me rendaient toujours nerveuse. Mais quelque chose m'a dit de me pousser à le faire. Le lieu était un entrepôt rénové rempli de stands, de bannières et du bourdonnement des conversations. Je portais ma plus belle tenue, les cheveux bien coiffés, mon portfolio sous le bras. En entrant, j'ai ressenti une fierté tranquille. Il y a un an, je dormais dans un débarras. Maintenant, j'avais ma place ici. Je discutais avec le propriétaire d'une petite librairie d'une éventuelle refonte de logo quand j'ai senti quelqu'un me fixer. Je me suis retourné, et elle était là. Maya, ma petite sœur. Ses yeux se sont écarquillés comme si elle venait de voir un fantôme. Sam, a-t-elle dit, presque incertaine. J'ai souri. Salut, Maya. Elle s'est approchée, me scrutant de haut en bas. Waouh, tu as l'air différente. Sa voix portait un mélange de surprise et de confusion. Je pouvais la voir détailler mon blazer ajusté, mes chaussures cirées, l'assurance de ma posture. J'ai été occupé, ai-je simplement répondu, en gardant un ton neutre. Nous avons trouvé un coin plus calme, et après quelques silences gênés, elle a commencé à parler. À la maison, ça ne va pas fort. Elle tripotait la lanière de son sac, évitant mon regard. Maman et papa ont fait de mauvais investissements. Vraiment mauvais. La banque parle de saisie immobilière. J'ai laissé ces mots s'imprégner. Les mêmes personnes qui m'avaient jeté dehors sans un regard, qui n'avaient pas appelé une seule fois pour savoir si j'étais en vie, étaient maintenant sur le point de tout perdre. C'est dur, ai-je dit en hochant lentement la tête. J'ai gardé une expression neutre, mais à l'intérieur, il y avait une lueur de satisfaction que je ne pouvais ignorer. Pas de la joie, exactement, mais une sorte de justice poétique. Maya m'a regardé comme si elle attendait que j'en dise plus. Peut-être pensait-elle que j'offrirais mon aide, ou au moins de la sympathie. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste bu mon verre d'eau et lui ai posé des questions sur ses cours à l'université, détournant la conversation. Après un moment, elle s'est excusée pour aller retrouver son amie. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai aperçu mon reflet dans l'une des portes vitrées du lieu. Une peau saine, une posture droite, des yeux qui n'avaient plus l'air incertains. J'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, c'était Maya qui me regardait depuis une position d'incertitude, et non l'inverse. Je ne me sentais pas coupable de ne rien avoir offert. J'avais appris à mes dépens que certains ponts, une fois brûlés, ne sont pas faits pour être reconstruits. Et alors que je retournais me mêler aux autres entrepreneurs, j'ai senti un léger sourire se dessiner au coin de mes lèvres. La vie avait une façon de rééquilibrer les choses, et je n'avais pas besoin de lever le petit doigt. L'appel s'est arrivé un soir tranquille, environ une semaine après l'événement professionnel. J'étais à mon bureau, en train de finaliser une ébauche de logo pour un nouveau client, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? Il y eut une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 2 ans. Sam, c'est ta mère. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Ma main s'est figée sur la souris, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. J'avais imaginé ce moment tant de fois.
Ce que je dirais si elle appelait un jour. Maintenant, c'était réel. Sa voix était différente. Plus faible. Tremblante. Nous avons besoin de ton aide. Ton père et moi. La situation est devenue grave. La maison. La banque menace de la saisir. Nous avons besoin d'un prêt pour la sauver. Je me suis adossé à ma chaise, laissant ces mots faire leur chemin. La maison familiale. La même maison d'où il m'avait chassé avec ma valise, en me disant d'aller vivre dans la rue. Et maintenant, elle valait soudainement la peine d'être sauvée parce qu'elle leur échappait. Combien, ai-je demandé, gardant ma voix calme. 40 000, a-t-elle dit rapidement, comme si le dire plus vite rendrait le chiffre plus petit. On te rembourserait, bien sûr. On a juste besoin de se débarrasser de la banque. On est une famille, samedi. On doit s'entraider. Cette dernière phrase m'a presque fait rire. Famille. Les mots sonnaient si creux venant d'elle. Mon cœur s'emballait. Non pas de peur, mais de l'étrange satisfaction d'entendre le rapport de force s'inverser. C'était le moment que j'avais imaginé, éveillé dans le débarras chez Frankie. Eux ayant besoin de moi plus que je ne pourrais jamais avoir besoin d'eux. J'ai pris une lente inspiration, en m'assurant qu'elle puisse entendre la pause. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit, chaque mot mesuré. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre ravaler sa fierté. S'il te plaît, samedi. Ne prends pas trop de temps. L'échéance est proche. Je te recontacterai, ai-je répondu, puis j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Je suis resté assise là un long moment après, fixant l'écran noir de mon téléphone. Une partie de moi ressentait une ivresse de victoire, mais une autre partie se sentait étrangement vide. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de tout ce qui s'était passé avant. Toutes ces années à être comparé à Maya, méprisé, ignoré, puis finalement jeté comme un déchet. Je ne leur devais rien. Et maintenant, pour la première fois, ils le savaient. Je suis retourné à mon travail, laissant la tension dans ma poitrine se dissiper. Ils pouvaient transpirer. Ils pouvaient s'interroger. Et c'est moi, et non eux, qui déciderai de la fin de cette histoire. La confrontation finale. Je suis passé en voiture devant mon ancien quartier par un après-midi gris, le genre où les nuages sont bas et l'air semble lourd. La maison de mes parents se dressait au bout de la rue, paraissant plus petite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait en longues bandes, les volets pendaient, et les mauvaises herbes avaient envahi la pelouse autrefois manucurée. C'était étrange. Cet endroit m'avait autrefois semblé être une forteresse, et maintenant il avait juste l'air fatigué. Quand j'ai frappé, la porte s'est ouverte presque instantanément, et ma mère était là, souriant si largement que ça semblait artificiel. Sam. Oh, ma chérie, ça fait si plaisir de te voir. Sa voix était mielleuse, comme si elle essayait de rattraper des années de silence en une seule phrase. Mon père est apparu derrière elle, tout aussi joyeux, bien que ses yeux trahissent autre chose, le désespoir. Ils m'ont fait entrer, et j'ai tout de suite remarqué à quel point tout semblait vide. Quelques meubles avaient disparu, et les cadres sur les murs étaient de travers. L'air sentait légèrement la poussière. Ma mère a fait un geste vers le canapé. Assieds-toi, assieds-toi. Je vais te faire un thé. Je suis resté debout un instant, balayant du regard le salon, le même où on m'avait dit de faire mes valises et de partir. Finalement, je me suis assise, et mon père s'est penché en avant avec un sourire étudié. On a entendu parler de toi, a-t-il dit. Ton entreprise. Tes clients. Tu as vraiment réussi à faire quelque chose de ta vie. La façon dont il l'a dit montrait clairement qu'il s'était renseigné. Ma mère est revenue avec le thé, posant une tasse devant moi. Nous sommes si fiers, a-t-elle ajouté, son ton un peu trop récité. Puis est venue la vraie raison de ma présence. Mon père s'est éclairci la gorge. Sam, nous avons quelques problèmes. La banque, ils mettent la pression. Si seulement on pouvait avoir 40 000 $, on pourrait rembourser les dettes et garder la maison. On sait que c'est beaucoup, mais tu t'en sors si bien maintenant. Et on te rembourserait, bien sûr. J'ai regardé le thé, la vapeur s'enroulant au-dessus, intacte. Les mots qu'il prononçait semblaient surréalistes. Pendant des années, je les avais imaginés ayant besoin de moi, et maintenant ça arrivait. Mais au lieu d'être tenté, je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. J'ai croisé le regard de mon père,
puis celui de ma mère. Je ne donne pas d'argent aux gens qui m'ont abandonné, ai-je dit d'un ton égal. Ma voix n'a pas tremblé. Ma mère a cligné des yeux, son sourire vacillant. Sam. Je me suis levé, reposant le thé sur la table sans y avoir goûté. Je suis venu ici pour dire ça en personne, pour que vous compreniez que c'est définitif. Leurs voix se sont élevées alors que je marchais vers la porte. Ne sois pas comme ça, a crié mon père. Nous sommes une famille. A hurlé ma mère derrière moi, les mêmes personnes qui m'avaient fermé la porte au nez des années auparavant. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti, l'air frais me frappant le visage, et j'ai regagné ma voiture. Les cris sont devenus de plus en plus faibles à chaque pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le silence et le son de ma propre respiration régulière. La boucle est bouclée. Frankie avait le don de connaître des gens dans tous les coins de la ville, le genre de personne qui pouvait faire bouger les choses discrètement. Quelques jours après ma visite chez mes parents, je lui ai expliqué la situation autour de notre habituel café de fin de soirée au restaurant. Il ne m'a pas demandé pourquoi je m'intéressais à leur saisie. Il a juste hoché la tête et dit « Je connais un type à la banque. Si tu veux t'assurer qu'il la perde, je peux te mettre en contact. » Le contact s'appelait Joe, un homme d'âge moyen en costume impeccable et au parler direct. Nous nous sommes rencontrés dans un coin tranquille, et je lui ai dit que je voulais acheter l'avis de saisie avant qu'il n'arrive sur le marché, de manière anonyme. Je ne voulais pas que mon nom apparaisse ou que ce soit. Il n'a pas sourcillé, a juste siroté son café et m'a dit que c'était faisable, pour le bon prix. En une semaine, les papiers étaient en cours. J'ai suivi le processus de loin, m'assurant qu'il n'y ait pas de retard, pas de miracle de dernière minute pour les sauver. La banque était ferme. Les échéances de paiement sont passées, les lettres sont restées sans réponse, et bientôt, il n'y a plus eu de retour en arrière possible. La maison d'où j'avais été chassé n'était officiellement plus la leur. 3 semaines plus tard, je suis repassé en voiture. C'était un après-midi lumineux et venteux, et j'ai ralenti juste assez pour observer la scène. Un camion de déménagement était garé dans l'allée, la porte du garage grande ouverte. Des inconnus transportaient des cartons à l'intérieur, riant, discutant, remplissant l'espace d'une vie qui n'avait rien à voir avec les gens qui y vivaient autrefois. Mes parents n'étaient nulle part en vue. Cette scène ne m'a pas rempli de joie comme je l'avais imaginé. Au contraire, j'avais l'impression que la boucle était bouclée. La maison n'avait jamais été un foyer pour moi, et maintenant elle appartenait à quelqu'un d'autre. Alors que j'étais arrêté à un feu rouge quelques rues plus loin, mon téléphone a vibré. C'était un message de Maya. Je déménage. Je ne peux plus rester avec eux. Je sais que les choses ont été compliquées entre nous, mais j'aimerais qu'on reste en contact. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Bien sûr. Mon problème n'a jamais été avec toi. Elle a répondu presque instantanément par un simple merci. J'ai rangé mon téléphone, sentant un petit nœud dans ma poitrine se desserrer. Maya avait été un témoin silencieux de tout. Trop jeune, trop incertaine pour intervenir à l'époque. Peut-être qu'elle était maintenant prête à commencer sa propre vie, libérée de leur emprise. Alors que je repartais, le camion de déménagement s'est estompé dans mon rétroviseur, remplacé par la ligne d'horizon de la ville devant moi. La vengeance ne consistait pas à les écraser. Elle consistait à s'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais me faire de mal. Ce chapitre était clos, et j'avais tourné la page sans regarder en arrière. Un avenir construit de mes propres mains. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de mon nouveau bureau, projetant des traînées dorées sur le parquet poli. Mon nom était gravé en lettres nettes et modernes sur la porte en verre, Samantha Riley Design Company. Ce n'était pas une grande agence, pas encore, mais c'était la mienne. Chaque chaise, chaque œuvre d'art au mur, chaque client avec qui nous travaillions était la preuve que j'avais construit quelque chose à partir de rien, sans la permission ni le contrôle de personne. 2 bureaux se trouvaient dans la pièce principale, tous 2 occupés par de jeunes designers qui me rappelaient une version plus jeune de moi-même. Emily, 21 ans, avait été mise à la porte par son père pour avoir perdu son temps à étudier l'art au lieu du droit. Malik, 24 ans, avait navigué entre les familles d'accueil jusqu'à sa majorité, sans jamais avoir eu un endroit stable qu'il pouvait appeler chez lui. Je ne les ai pas embauchés par pitié. Je les ai embauchés parce qu'ils étaient talentueux, ambitieux, et comprenaient que le travail acharné pouvait tout changer. Mais il y avait quand même une satisfaction tranquille à savoir que ma petite entreprise était un refuge pour les gens qui avaient besoin d'une chance.
J'avais fait beaucoup de chemin depuis la fille qui dormait sur un banc public et rationnait sa monnaie pour un distributeur. À l'époque, l'idée de posséder ma propre agence semblait impossible, juste un rêve lointain que je dessinais dans les marges de mes cahiers. Maintenant, c'était ma réalité quotidienne. Les clients venaient nous voir pour nos designs épurés et audacieux, mais ils restaient parce qu'ils sentaient l'énergie que nous mettions dans chaque projet. Debout près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller en contrebas, j'ai repensé à cette nuit, la nuit où ils m'ont mise à la porte. Je pouvais encore voir la lumière du porche percer l'obscurité froide, l'expression crispée de ma mère, les bras croisés de mon père. Je pouvais encore entendre la porte se refermer derrière moi. Pendant des années, ce moment m'a hanté, une blessure que je pensais ne jamais pouvoir refermer. Mais maintenant, je le voyais différemment. C'était le jour où j'ai été libéré. Libéré de leurs règles, de leurs comparaisons constantes, de leur conviction que je ne serais jamais assez bien. La liberté avait été terrifiante au début, mais elle m'a forcé à construire une vie entièrement à moi. J'avais mérité chaque pas en avant, chaque dollar, chaque client, et je l'avais fait sans me plier à la volonté de personne d'autre. J'ai jeté un œil à l'horloge, 8h59. Émilie et Malik étaient déjà à leur bureau, sirotant leur café et riant de quelque chose sur l'écran d'Émilie. Je suis entré dans la pièce principale, mes talons claquant sur le sol, et la lumière du soleil m'a suivi. « Bonjour, patronne », a dit Malik avec un sourire. J'ai souri en retour, le poids de mon passé semblant plus léger que jamais. « Bonjour », ai-je dit en posant mon sac sur mon bureau. Puis je me suis tourné vers Émilie. « Faisons quelque chose d'incroyable aujourd'hui. » Et c'est ainsi que nous nous sommes mis au travail. Et vous? Pensez-vous que Sam a fait le bon choix en coupant les ponts pour de bon, ou aurait-elle dû donner une autre chance à ses parents? Partagez vos avis dans les commentaires. Je suis curieuse de connaître votre point de vue. Et si vous aimez les histoires puissantes de résilience et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo.